Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Sarah Prado. Bienvenue Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu ne le sais pas, mais j'ai envie de t'introduire un peu différemment des autres podcasts. Il faut savoir que, donc là je m'adresse au public évidemment, je demande toujours une biographie à mes invités. Et Sarah, tu m'en as envoyé une qui était assez émouvante. Vétérinaire équin, c'était ton unique voix depuis tes 2 ans. Tu auras l'occasion de nous raconter. Et pourtant, le destin semblait en vouloir un peu autrement pour toi, ou pas. Alors, il y a 4 ans, tu as un terrible accident de voiture qui t'envoie au rang des polytraumatisés, comme tu le dis. 15 opérations plus tard, tu ne pourras jamais exercer en tant que praticienne et petit à petit, tu apprends la résilience et aujourd'hui, tu transformes finalement un drame en une opportunité. Avant de te laisser la parole pour démarrer ton histoire, je voudrais te remercier pour ta confiance et d'avance pour ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Je suis très contente d'être là et de partager un bout de mon histoire. Merci Sophie de m'avoir proposé. C'est pas évident parce que ça demande de se mettre un peu à nu, mais je me dis que peut-être mon parcours peut en aider d'autres qui se sentent un peu perdus. Donc j'en profite pour y aller. Bah super. Donc, alors qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Toute l'histoire ou? Alors, j'aimerais bien que tu commences par, la raison pour laquelle tu as voulu devenir vétérinaire et plus précisément vétérinaire équin. Alors, ça a commencé très tôt chez moi. Donc, je suis née à Paris dans un milieu qui se prête pas forcément à faire du cheval et dans mon environnement, personne ne faisait de l'équitation et ne venait du monde du cheval, donc j'étais pas forcément prédestinée à aller vers ça. Et à Paris, on a besoin des fois de s'oxygéner, donc ma maman m'a emmenée au jardin d'acclimatation. Je pense que ça existe toujours. Et elle m'a fait faire une stupide balade à poney. Elle m'a posé sur un poney, voilà, j'avais 2 ans. Et après, ça a été dramatique pour elle parce que j'ai écrit au Père Noël tous les ans depuis ce jour pour avoir un poney sous le sapin. Et qui n'est jamais venu, hein. Mais j'ai essayé. Et ensuite, très tôt, à 6 ans, vraiment, dès que j'ai pu écrire le mot correctement, vétérinaire, c'était ce que je voulais faire. Mais j'écrivais vétérinaire équin, donc ça n'a jamais été autre chose pour moi. C'était pas juste vétérinaire classique. Je savais que je voulais soigner. Alors je dis toujours, moi je voulais soigner les poneys et les licornes parce que je pensais que ça existait, mais bon, j'ai cru longtemps au Père Noël aussi, donc je dois être un peu naïve. Et voilà, c'était mon seul objectif, mon seul but, et j'ai tout fait pour en arriver là. Et donc, tu as suivi le parcours standard de prépa, c'est ça? Comment ça s'est passé? Tout à fait. Donc j'ai fait une prépa donc en Île-de-France. J'avais dès que j'ai pu au lycée, j'allais visiter aux portes ouvertes. J'ai visité l'école d'Alfort. J'essayais de savoir toutes les prépas qui étaient le mieux possible et le mieux positionné pour réussir. Hein, donc toujours dans l'objectif de réussite égale ma seule issue. Et donc j'ai fait la prépa. J'ai réussi à berner longtemps les gens avec une dyslexie, dysorthographie, et c'était passé un peu inaperçu. Au concours, pas du tout, hein, ils s'en sont rendus compte. Du coup, j'ai raté le premier concours à
vraiment, mais vraiment 0,0006 points et ça m'a traumatisée. Pour les 2 points et demi qu'ils m'ont retiré en orthographe et voilà. Donc j'ai pu berner un peu le monde longtemps, mais ça n'a pas duré. Et donc j'ai refait une 5,5. Ça a déjà été un premier échec, c'était compliqué parce que j'avais pas trop l'habitude, on va dire, d'échouer scolairement. Et ça m'a paru très très long cette année où il fallait tout recommencer. Et donc, et je commençais à avoir un peu peur de l'avenir en me disant, mais vraiment, je n'ai rien envie de faire d'autre. Qu'est-ce qui se passe si je rate? Et je trouvais que 2 chances, c'était pas beaucoup. Bon, il s'avère que la deuxième fois, c'est passé large parce que je me suis vraiment donné à fond. Mais et après, il fallait choisir l'école. Je voulais pas rester à Paris parce que toujours, vu que le Père Noël m'avait pas emmené le poney, je me suis dit que si j'en voulais un, j'allais devoir me débrouiller. Et à Paris, c'était pas l'idée que je me faisais de la vie d'un cheval. Je voulais qu'il ait un pré, des copains. Donc j'ai choisi l'école de Nantes, qui était bien positionnée en équine. Et j'ai pas regretté. C'était vraiment 5 années que j'ai trouvé super, encore que les premières années m'ont paru très longues. Enfin, le moment où on commence à parler de cheval, ça m'a paru vraiment interminable, quoi. Je voyais pas la fin de tout ça. Et donc la 5e année équine, c'était un peu le Graal, quoi. Enfin, on va parler que de cheval toute la journée. Il était temps. Et voilà. Et donc après la 5A équine, j'ai fait donc ma thèse en nutrition du cheval de haut niveau de concours complet. J'aimais beaucoup la lime. J'ai choisi la lime parce que j'ai compris vite que en fait c'était pas un truc qui passionnait les vétos-équins et que bah ça allait être dur de se former après. Donc finalement j'ai pas regretté non plus ce choix-là parce que la nutrition c'est quand même la base et on n'a pas beaucoup d'occasions de se former après l'école. Et après donc j'ai fait le concours d'internat et je suis partie faire l'internat à Lyon pour voir un peu autre chose parce que pareil ils étaient bien positionnés en équine et ils avaient un bon niveau donc je voulais voir. Et voilà. Et après, le rêve de ma vie, ça aurait été de faire la résidence en médecine interne, mais je pense que trop d'études tue l'étude et j'ai pas eu le courage de continuer. Donc je suis allée bosser. Et juste avant que tu continues ton histoire, tu parles beaucoup de réussite et de hantise de l'échec. Ça, c'est quelque chose c'était ton éducation, tu penses, ou quelque chose qui était inné chez toi? Je pense que c'est très lié à l'éducation élevée par une mère seule, un peu élitiste, qui a à peu près tout réussi et a fait un bac+10. C'était compliqué de faire moins bien. Donc j'avais pas tellement le droit, enfin je me suis pas laissé le droit de faire moins bien. Est-ce que ça a joué dans ta décision de pas faire une résidence, de pas vouloir te pousser encore une fois un peu plus et avoir peut-être. Ouais, peut-être dans le sens où je me suis dit c'est 3 ans de plus et c'est pas dit que ça marche à la fin. Et peut-être pas joueuse de se dire bon allez je le tente et je le rate, c'était pas possible. Et surtout vraiment le milieu universitaire, c'était je pense que ma personnalité était trop volcanique pour rester cadrée aussi longtemps. C'était compliqué pour moi. Ça résonne chez moi. J'en dirai pas plus. Donc tu fais ton internat, je pense que tu participes en tant que vétérinaire aux Jeux équestres mondiaux aussi, et puis tu te lances en pratique. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça s'est enchaîné. 2014, Jeux équestres et j'avais déjà mon poste qui m'attendait. Presque, je l'ai commencé au retour des Jeux équestres. Enfin, j'ai pas eu le temps de souffler. C'est-à-dire que c'était ça aussi. Ça a fait les études, l'internat, et j'avais tellement peur aussi de pas trouver de travail. Pendant l'internat, j'ai commencé à regarder les annonces au mois de février, alors qu'on finissait en août. Et je me suis précipitée, en fait, je me suis dit, je veux trouver un travail. Et donc pareil, je pense toujours à la peur de pas y arriver ou de pas avoir de travail. Et donc j'avais commencé à chercher beaucoup trop tôt un emploi. Et alors je me dis que je serais en 2022, je pense que j'aurais eu moins de mal, parce que je crois que la balle a changé de camp. Et j'aurais eu moins de stress peut-être. Et voilà, donc j'ai enchaîné, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de me reposer ou de faire une pause et de réfléchir. Voilà, il fallait continuer dans la foulée. Et je suis allée bosser tout de suite en itinérant en Lorraine. En tant que salariée, du coup, ou collaboratrice libérale? J'étais salariée, ouais. voilà. Ok.
OK. J'étais salariée et le poste me plaisait parce qu'il me donnait la chance de faire que de la médecine interne et de la nutrie et j'avais pas besoin de faire d'orthopédie et ça m'arrangeait beaucoup. Donc indirectement, voilà, j'avais pas fait ma résidence, mais je pouvais quand même faire que ce que j'aime. Ça me plaisait bien et mon patron était quand même très bien équipé en matériel. J'avais vraiment des joujoux sympas. Je pouvais faire endoscopie embarquée, gaz du sang, les échos, les gastro, un peu toute seule sur le terrain, mais j'avais l'impression de faire des trucs sympas. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces deux spécialités? Alors, tu as parlé en nutrition, cette histoire de, voilà, un peu le, le parent pauvre de la pratique équine, mais peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui t'anime dans ces deux disciplines? Et ben médecine interne, alors c'est assez rigolo parce que j'ai toujours dit à l'école, mon rêve, c'est d'être le Dr House de la médecine équine. Et franchement, avec moi, la vie, elle a un sens de l'humour très particulier Ouais. parce que j'ai presque atteint mon objectif. Voilà, donc j'ai la béquille, la Vicodine, hein, la morphine, mais j'ai peut-être pas le talent, mais je suis pas loin de ce que j'avais visé. Et j'aimais le côté, parce que j'aimais bien regarder Dr House, et la médecine interne, c'était espèce de cluedo géant de la Mmh. médecine, avec des symptômes, trouver le diagnostic, et je voyais ça comme un puzzle, un jeu. Et c'est ça que j'aimais bien. Mmh. Ouais, d'accord. Bah, forcément, je vais pas te dire le contraire, hein. Bon, et alors, qu'est-ce qui t'embarque là pendant tes 4 ans? Qu'est-ce qui te plaît? Comment ça se passe? Parce que ça y est, c'est le Graal pour toi là. Ça y est, ah oui, oui, je bosse. Je bosse et en même temps, je me confronte à peut-être quelque chose que j'avais pas envisagé, c'est à quel point c'est difficile. L'itinérant, être des heures seul dans sa voiture, c'est très long. Des journées entre 12 et 15 heures. Rentrer chez soi pas avant minuit, 1 heure du matin, être souvent de garde, je m'étais dit bon allez après l'internat, ça va aller tout seul, ça va être facile. Et en fait, c'était pas si facile. Et c'était plus ça, l'espèce de la réalité qui te revient en pleine figure. Et j'étais déjà un peu bizarre parce qu'au lieu de prendre des vacances, je préférais partir me faire des stages dans des CHV pour être sûre que j'étais toujours à peu près au niveau qu'il fallait. Donc je prenais pas beaucoup de repos, je préférais tout le temps aller en formation. Voilà, j'ai une espèce de boulimie de travail qui laissait pas trop de place non plus à une vie privée. Et je sais pas finalement combien de temps j'aurais tenu comme ça. Je suis pas sûre que ce soit viable sur le long terme si on est tout le temps tout seul. Ça me paraît compliqué. Mmh. Et cette boulimie, cette gourmandise de savoir, c'était généré par une peur de pas savoir assez, tu penses? Ouais, et peur de pas savoir assez, peur de pas faire assez bien pour les chevaux, de perdre les actualités, la connaissance et de me réveiller un matin et de me dire: «Ouh là là, mais je suis complètement has-been» et je crois que ça me faisait peur, donc je voulais tout le temps, aller voir ailleurs comment ils faisaient, est-ce que c'était acceptable ce que je faisais? Voilà, besoin aussi peut-être de combler un vide ou je pense toujours de courir après cette, fameuse résidence qui m'a manqué et que Mmh. je vais peut-être pas digérer quelque part. Oui, un petit goût de trop peu, C'est peut-être. ça. Et donc tu décides de te lancer à ton compte en 2018. Comment ça se passe ça? Mmh, comment tu décides de te mettre à ton compte? Alors je pense que voilà, ceux qui écoutent, j'avais des relations très compliquées sur la fin avec mon employeur, ça se passait plus très bien du tout. On n'était plus d'accord et on va dire, il m'a un petit peu poussée vers la sortie en j'arrivais plus psychologiquement, c'était devenu trop difficile. Et donc il restait pas beaucoup d'options. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais dans la région et les clients me demandaient en fait souvent mais quand est-ce que tu t'installes? Nous on voudrait te prendre et j'avais pas de réponse à leur donner et à un moment, ça plus le fait que ça se passe pas bien, je me suis dit: «Bah allez, je tente l'aventure. De toute façon, il y a bien un jour où il aurait fallu que je me lance, on y va, on s'installe». Sauf que entre le dire: «Je m'installe» et le faire,
là aussi, je me suis retrouvée face à la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout formé à ça, on n'est pas prêt. J'avais pas de notion de marketing, de compta, de chiffre d'affaires, être un patron. Je pense que on n'est pas prêt. Peut-être que maintenant ils sont plus prêts les jeunes, mais moi je me suis sentie vraiment comment ils font, enfin comment ils font tous pour être à leur compte, c'est pas si facile quoi. Et t'avais des gens qui pouvaient t'accompagner dans ce changement? J'ai essayé de me rapprocher à l'époque, c'était l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, des choses comme ça, mais ils sont très peu compétents dans notre discipline. On est un peu des ovnis, donc ils ont pas forcément les notions dont j'avais besoin. Et donc j'ai essayé peut-être plus par le SNVEL d'avoir des idées, parce qu'au début je m'étais posé la question à mon compte, Collab-Lib, et je trouvais pas forcément les réponses, c'était pas très clair pour moi. Et puis j'ai dit allez je me lance. Donc ça implique voilà de faire les crédits, trouver son véhicule. Quand t'es en itinérant, ta voiture c'est un peu ta maison aussi, donc je voulais qu'elle soit confortable, adaptée. Boîte automatique, hein. J'avais décrété que c'était très important, mais franchement c'était très important. Et voilà, je m'étais dit le gros de l'investissement ça va être le véhicule. Et en même temps tu te lances complètement à l'aveugle. Tu dis je vais investir tant. Quand tu vas chez le banquier, il faut lui fournir un business plan. Et donc là, je remercie ma mère. Formation d'expert comptable, elle m'a aidée. Parce que moi, je pense que la vie a très bien fait de pas me laisser m'installer. Parce que j'étais pas prête. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si je gagnais 100 €, avec un peu de chance, il m'en restait 70-80. J'étais complètement à la ramasse. Je pense que j'aurais fait un carnage. Ça aurait pas été une bonne idée, en fait. Et donc, là, tu fais la transition, donc tu te lances, ça y est, ton premier jour, c'est parti, et là, c'est le drame, accident. Et là, c'est la fin. Et donc, je pense que la vie m'a vue d'en haut, elle s'est dit, oulala, non, pas bon, patronat pour elle, pas bon, elle est pas prête. Et donc, il y a un gentil véhicule qui s'est dit, tiens, on va lui rouler dessus, ça va être vachement bien. Et donc voilà, je me fais quand même renverser. Alors c'est pas tant renversé, c'est que j'étais sur une aire de stationnement avec mon nouveau véhicule flambant neuf et mon crédit de 50 000 €, et je revenais de Belgique où j'avais été faire poser les tiroirs sur mesure qui vont bien avec le machin réfrigéré et tout, et les tiroirs remplis de médocs. Première fois, j'avais tout bien rangé, mes cathéters, mes seringues. Enfin, franchement, j'étais starting block quoi. Et le véhicule qui m'a percuté est sorti de la route, a raté son virage, et donc en fait mes jambes qui étaient à l'extérieur de mon véhicule, j'étais sur le côté de ma fourgonnette, ont été broyées entre son pare-choc et mon pare-choc. Et mon véhicule. Donc moi ce qui m'a fait le plus chier sur le coup c'est ma voiture. C'est pas tellement le fait que je sois éclatée par terre avec des bouts de pare-choc et un genou que je voyais quand même un petit peu ouvert en deux et mon pied n'était plus en face de l'axe où il devait être. C'est bizarre, mais le premier truc qui m'a vraiment fait chier, c'est ma voiture, quoi. C'est bizarre. C'est impressionnant. T'es pas la première à raconter ce genre d'effet lors d'accidents graves. Presque une protection. Enfin, je pense l'adrénaline y est pour beaucoup. Et puis une espèce de dissociation entre l'événement et ce qui se passe dans le cerveau, quoi. Complètement. Et alors souvent les gens, c'est rigolo, me demandent mais rassure-moi, t'as perdu conscience? Eh ben non, non, je suis têtue, je suis là, je suis solide, j'ai pas perdu connaissance, peut-être ça aurait été mieux. Et ce qui fait que j'ai donné beaucoup de fil à retordre à toute l'équipe médicale parce que c'était pas acceptable quoi. C'est-à-dire non les gars, j'ai des rendez-vous, faut me remettre debout et puis il faut y aller. Ça va pas être possible. Donc c'est vrai que pendant qu'il y avait les médecins, les pompiers, moi je passais mes coups de fil. Et voilà, c'était le samedi et j'avais des rendez-vous tout près, le planning de la semaine d'après. Et surtout à ce moment-là, je devais rendre service à un confrère qui partait en lune de miel. Donc s'il m'écoute, je suis désolée de lui avoir gâché. Donc pour moi, voilà, je devais être. J'ai pas l'habitude de pas être fiable. Donc il fallait que je sois là. Et donc je passais les coups de fil aux clients et notamment ces clients que je devais voir la semaine suivante en leur disant écoutez, j'ai eu un petit souci. Lundi, ça me paraît chaud. Mais mardi, c'est bon. Et voilà. Mais je pense que l'adrénaline, soit ça rend un peu bête,
soit le cerveau c'est trop violent et il refuse de comprendre. Ouais. C'est beaucoup trop dur à intégrer sur le coup, c'est pas possible en fait, c'est tellement improbable qu'on veut pas, on veut pas comprendre et donc ils ont essayé gentiment de me dire ouais, vous savez mademoiselle, mardi je pense que ça va être compliqué. Alors j'ai négocié, tu sais, c'est comme un deuil en fait, t'as la phase un peu où tu négocies et donc j'ai négocié très vite moi, j'ai dit bon bah OK mardi mais mercredi c'est bon. Donc, toujours pas. Et je crois que j'avais pas envie de poser la question mais ça va être long. Mais quand en fait, J'avais pas envie d'avoir la réponse. Ouais. Et voilà. Et surtout, je voulais pas partir. C'est-à-dire que tant que j'étais pas sûre que mon fameux véhicule était pris en charge, je voulais pas qu'on m'emmène moi. C'est encore plus bizarre. Je refusais de quitter cette voiture. Après le recul, je l'ai analysé. C'était pas le véhicule, c'est ce qu'il représentait. Bah oui, c'est symbolique. Bah voilà, c'était le symbole, l'équipement, le matériel, et surtout à ce moment-là, tu penses que bah tu vas y retourner, donc il faut préserver le peu que tu as réussi à construire. Et à un moment donné, évidemment, le médecin t'annonce que ça va pas être possible. Il donne une notion de pas possible terminal, ou il donne une notion de pas possible, on va voir comment ça se passe. Bah, en médecine humaine, ils sont quand même, je pense qu'ils ont pas de cours d'empathie ou peut-être de psychologie, hein, tout simplement. Donc ils y vont très frontal, c'est-à-dire que première chose, c'est voilà, mademoiselle, soyez prête, vous ne remarcherez jamais. Enfin, très probablement, pronostic très sombre. Ce qui est quelque chose que même nous en véto, on le dit pas comme ça à nos clients, on essaye de mettre un peu les formes, quoi. Eux, non, ils y vont comme ça. Et un peu plus tard, après, c'est bah écoutez, enfin je pense que vous avez compris, mais enfin les chevaux c'est terminé. Et là, le chirurgien dit un truc affreux. Il dit les chevaux c'est fini, mais enfin bon, oh peut-être les petits poneys, mais tellement détaché de ma réalité en fait. Alors bon, c'est vrai que comme j'ai un peu avec le caractère, je lui dis mais vous êtes complètement con quoi, c'est débile. Et j'ai dit mais imaginez, moi je vous dis vous êtes plus chirurgien demain, allez faire secrétaire, vous allez me répondre quoi? Donc déconnectés, ils sont complètement ils parlent, enfin en fait on dirait qu'ils parlent pas à un être humain, ils ont pas d'empathie. Donc je refuse en fait la réalité. Je dis bah non, mais ça c'est vous qui le dites, hein. Encore une fois, on verra qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais de tout ça. Mais bon, il s'était pas trompé sur tous les points, hein. C'est vrai que les choses ça va pas être trop possible, mais avec beaucoup d'efforts, on peut remarcher. Voilà. Oui, j'allais dire, parce que cette obstination, finalement, elle t'a quand même servi, dans le sens où il t'a dit que tu ne marcherais plus, et aujourd'hui, tu marches. Voilà, je marche comme Dr House, donc je suis très fière. Mais déjà, je marche, et pour moi, c'est une victoire. Après, je suis très lucide sur le fait que je sais pas combien de temps je vais marcher. J'ai pas d'espoir à 60 ans d'être en pleine forme et d'être bien. Je sais que c'est peut-être quelque chose à court terme, et ça fait que je vois peut-être la vie différemment. Je vis vraiment au jour le jour. Ce que je faisais pas avant, j'étais toujours dans la projection, la réussite, et plus tard je veux faire ci, et ça c'est terminé. Là c'est voilà, chaque jour où je marche, c'est une bonne journée. Ça a été quoi les leviers pendant cette période, outre le fait que tu étais complètement obstinée et peut-être un peu dans le déni? Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer? Mais je pense que profondément, je dois aimer la vie. Je dois vraiment aimer ça, et ce métier, c'était pas, moi je dis souvent vétérinaire, c'était pas juste ce que je fais, c'était ce que je suis, et je voyais pas comment me définir autrement en fait. Je voyais pas comment je pouvais exister en étant plus vétérinaire, et ça a été voilà, je me suis dit il faut au moins remarcher pour ça, et puis parce que j'ai un cheval, il va bien falloir que j'arrive à m'en occuper un minimum. Donc le fait de savoir que je pourrais plus jamais remonter à cheval, c'est compliqué, mais elle est là, et elle a rien demandé, donc il faut quand même que je sois un peu, je peux pas enfin voilà, j'ai pas d'enfant, j'avais pas grand chose à quoi me raccrocher non plus, bah il restait le cheval quoi. Voilà, j'ai un cheval, ça mérite quand même que je me batte pour ça, et accessoirement j'ai compris après, je me suis dit vétérinaire, on me l'enlèvera pas, je suis vétérinaire, on pourra pas me l'enlever. Alors tu le déclines comment ton métier de vétérinaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais?
Eh ben, j'ai décidé de m'investir dans un projet en lien avec la douleur, qui finalement est un peu sur mesure. Donc là, je participe au développement de Cap Douleur Équin, en partenariat avec l'AVEF. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le sujet de la douleur décliné chez les chevaux, ça me parle, et que je me dis on peut vraiment leur apporter quelque chose de bien pour leur bien-être, une sensibilisation des vétérinaires, que tout le monde soit capable de reconnaître un animal qui souffre et de prendre en charge cette souffrance. Et aussi parce que avec mon vécu, j'ai vu aussi les horreurs en humaine, enfin ce qui peut nous être fait, et je trouve que si on n'écoute pas le patient, enfin c'est dramatique. Et donc souvent les animaux, on dit bah oui mais ils parlent pas, c'est compliqué. Ben, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un avantage parce que ça t'oblige justement à écouter différemment, à voir et peut-être à entendre. Parce que nous les humains on parle, mais en face de moi j'avais des gens qui n'écoutent pas. Et c'était pas un avantage de parler, ça changeait pas grand-chose. Et donc ça, voilà, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, ça m'a fait prendre du recul sur la vie, et ça m'a fait aussi comprendre que même si j'adorais mon métier, je crois que la vie que j'avais de toute façon n'était pas très saine. C'était pas tout miser sur le travail, c'est pas une bonne idée. Ne vouloir faire que travailler, c'est pas une bonne idée. Et chez moi, c'était ça qui était compliqué, c'est qu'une fois que je pouvais plus travailler, bah il restait rien en fait. J'avais rien construit. Donc voilà, donc je m'engage plus dans des projets comme ça, faire peut-être un peu de production de contenu scientifique, ce qui peut être fait derrière un ordinateur, mais autant le projet me plaît, autant on va pas se mentir, c'était pas ce que j'avais envisagé dans la vie. C'était pas comme ça que je voyais ma vie. C'était pas le projet de départ, on va dire. Non, non, non. Et tu l'as un petit peu insinué, hein, l'univers parfois il a des façons un peu bizarres de nous rappeler à l'ordre. Et on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas ce qui te serait arrivé si tu n'avais pas eu cet accident, mais en tout cas, tu es en train de le transformer de manière à ce que ça devienne quand même quelque chose de positif, ce qui est plutôt honorable. J'ai une petite idée de ce qui me serait arrivé si j'avais pas eu l'accident, parce que je pense que ça aurait été peut-être pire. C'est horrible hein, ce que je dis, mais vu le niveau de fatigue que j'avais atteint de toute façon, et le plus trop manger, plus trop dormir, je pense peut-être que la vie m'a arrêté au bon moment. Bon, ça c'est 4 ans après que je peux le dire, hein. Sur le coup, c'était pas du tout l'idée que j'en avais. Mais avec le recul, je pense que j'avais pris une trajectoire qui était pas du tout bonne et pas du tout saine. Et peut-être que c'est un horrible mal pour un bien que enfin, j'ai pas complètement fait le deuil, hein. Ce serait mentir de dire que c'est tous les jours facile. La douleur, elle est là, c'est compliqué. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Je sais que je serai jamais réinsérable dans un milieu professionnel vraiment carré. C'est pas possible parce que il y a des matins où je me lève pas, enfin où je peux pas. Et je suis pas du tout réinsérable en société classique, on va dire. Mais je commence à m'y faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que t'as appris sur toi suite à cet accident que tu savais pas forcément avant? Qu'est-ce que ça a révélé? Je pense le mot résilience, c'est le côté et le fait quand on pense qu'on tout est perdu, c'est pas vrai, mais que la seule chose qui fait la différence, c'est le temps. Si c'est la patience. Moi, j'avais pas du tout de patience. Ça, j'ai appris à en avoir parce que c'est très long comme processus et même le temps judiciaire qui va avec l'accident qui n'est toujours pas arrivé 4 ans après, c'est très long. Et donc il faut avoir beaucoup de patience pour affronter ça. Et ça, j'en avais pas. Donc je dis pas que j'en ai énormément, mais j'en ai plus qu'avant. Et j'ai découvert que voilà, vétérinaire, c'était plein de façons d'être vétérinaire. Peut-être que j'ai un avenir, j'en suis pas toujours sûre à 100%, mais il y a sûrement quelque chose qui m'attend à un moment, mais ce sera plus jamais ce que j'avais prévu. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la Sarah plus jeune, en sachant tout ce que tu sais là, tout ce que t'as tout ce que t'as vécu? Eh ben, ça va être bizarre et ça va être dramatique, mais je lui dirais
ne change rien. Je pense pas que je changerais le cours de mon histoire, en fait. Parce que j'ai rencontré aussi des gens à l'hôpital qui maintenant font partie de ma vie, qui sont formidables. J'ai découvert que juste prendre du temps pour vivre, c'était chouette. Et même si c'est dans la douleur, c'est quand même bien de... On va dire, j'apprécie les choses simples. C'est-à-dire un lever de soleil, le fait qu'il fasse beau. Et en fait, ça m'a rendue vachement plus optimiste peut-être que d'autres personnes. Je vois la vie différemment parce que je sais peut-être sa valeur et ce que ça fait quand on est privé de... Voilà, juste se déplacer, on se rend pas compte parce que quand on le fait tous les jours, c'est normal. Mais quand on est privé de certaines choses, on comprend que en fait la vie c'est super chouette, hein. Il n'y a pas besoin de se la compliquer beaucoup, hein. Juste voilà, il fait beau, le pays n'est pas en guerre, mais c'est formidable, hein. Ouais. Et du coup, je vais te demander parce que tu veux que rien ne change pour cette Sarah-là, et c'est très beau ce que tu évoques. On sait, on a déjà eu des discussions là-dessus. On sait que cette espèce d'acharnement, de perfectionnisme, de syndrome de l'imposteur, de vouloir faire plus, ça se retrouve quand même souvent dans beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs de la profession. Si tu avais une Sarah bis là en face de toi, qui s'acharner à dire non mais il faut que je me forme, faut encore que j'étudie ça, tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'être plus bienveillante avec elle-même. Enfin, juste sois plus gentille avec toi-même. Essaye pas d'être la meilleure, essaye juste d'être heureuse. En fait, il y a une grande différence entre vouloir être au maximum et être vraiment heureux. Et si j'ai un message pour les jeunes générations, c'est ouais, je vous comprends de peut-être vouloir autre chose. Je peux vraiment comprendre que vous ayez pas envie d'avoir la vie qu'on a eue et qu'on a trouvé normale. Vous avez raison d'avoir envie d'avoir une vie à côté parce que c'est super important. Donc c'est très important d'avoir un bon niveau, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est important aussi d'être heureux d'aller au travail le matin. Oui, parce que elle est vite perdue en fait cette passion quand on travaille de manière trop acharnée. Oui, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, c'est pas anodin. Le mal-être, il existe vraiment, et quand on est quand même tous des passionnés à la base, voir tant de personnes qui arrêtent en cours de route, il y a quand même une vraie question qui se pose, et peut-être qu'on nous a pas donné la sensation que c'était pas grave de faire autre chose que veto à côté, que c'était pas grave de pas être là H24, et que c'était pas grave d'avoir une vie en fait. On n'est pas obligé de tout sacrifier. On peut être deux choses à la fois. Et peut-être voilà, ce que je me dirais, c'est non, vétérinaire, c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu es. Tu as le droit d'être autre chose. T'as le droit d'aimer les loisirs, c'est pas grave. Ouais, exactement. C'est vraiment ça, c'est un état d'esprit et pas une identité propre. Et c'est franchement, j'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire. C'est super. Hein. Est-ce que, juste une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler tant que tu as le micro? Oh écoute, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. C'est déjà pas mal. Et puis écoute, je pense que s'il y a d'autres choses, on verra peut-être une prochaine fois. Ça marche, attention, faut pas me dire ça. Ouais. Il y a des gens que j'interviewe 2 fois, attention. Voilà, ça fait un teasing. Voilà, absolument. Écoute, Sarah, je te remercie beaucoup. Merci pour ce moment d'intimité et de partage, très généreux de ta part. Voilà, rien à dire de plus. Avec plaisir. Et merci encore de m'avoir demandé. Et voilà, j'espère que ça pourra en inspirer, en aider. Mais vraiment, si vous vous sentez seul ou pas bien, il faut pas. Voilà, vous ne l'êtes pas. Et même si vous êtes seul dans votre voiture, on est nombreux à être en souffrance parfois. Et voilà, c'est un très beau métier. Il faut que ça reste un très beau métier. Ça doit jamais devenir un fardeau. Merci Sarah. Écoute, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.